Vous partez à Singapour en juillet, le voyage passe et la phrase se réécrit seule. Vous êtes allé à Singapour en juillet 2026. L'assistant a révisé, de nuit, le dossier qu'il tient sur vous. Un dossier que vous ne pourrez pas déménager. Épisode : la mémoire de ChatGPT, dernier verrou du logiciel. Chapitre 1, la mémoire qui rêve. Un assistant qui n'oublie plus, c'est ce que tout le monde attendait. Restait à découvrir ce que cette mémoire fabrique pendant la nuit. Le 4 juin 2026, OpenAI publie un billet de blog dont le titre semble échapper d'un autre rayon. Dreaming, le rêve. Derrière le mot, un mécanisme très concret. Pendant que vous ne lui parlez pas, ChatGPT relit ce qu'il sait de vous et reformule ce qui a vieilli. L'exemple officiel du billet, c'est la scène d'ouverture de cet épisode. Le projet de voyage devient un souvenir daté, sans que personne n'intervienne. La mémoire n'est plus un carnet où l'assistant épingle des notes, mais un dossier vivant qu'il révise seul, en arrière-plan, pendant que vous dormez. Le diagnostic d'OpenAI est limpide. Une mémoire vieillit mal. Ce qui était vrai en mars est faux en juin. Et la maintenir exacte pour une telle masse de gens coûtait trop cher. Le rêve est sa réponse. Un entretien permanent, automatique, du dossier. Ce rêve existait déjà, en réalité. Les abonnés payants en bénéficiaient depuis un moment. Ce qui change ce jour-là, c'est l'étage du dessous. Une architecture qu'OpenAI décrit comme nettement plus capable et plus économe en calcul. Et surtout la portée. Le nouveau système arrive d'abord chez les abonnés Plus et Pro américains, avec une capacité de mémoire doublée. Les comptes gratuits suivront dans les semaines qui viennent. Parce que servir ce rêve coûte désormais environ 5 fois moins de calcul, toujours selon l'annonce, détaillée notamment par le média spécialisé 9to5Mac. Et le billet donne l'échelle. Des centaines de millions d'utilisateurs sur des horizons de plusieurs années. Le dossier biographique auto-révisé n'est pas un gadget d'abonnés premium. Il devient un standard de masse. OpenAI chiffre le progrès, et ces chiffres méritent une double lecture. Sur le rappel des faits, l'assistant ressort-il correctement ce que vous lui avez confié? Le score passe de 67,9 à 82,8%, soit 14,9 points gagnés. Le respect des préférences progresse de 16 points, et l'exactitude dans le temps de presque 23. Précision qui change tout, ce sont les évaluations internes d'OpenAI, mesurées sur ses propres jeux de test, sans audit extérieur ni méthodologie publiée. On retient donc la direction et l'ordre de grandeur, pas la vérité révélée. Et il faut être honnête, c'est la fonctionnalité que tout le monde réclamait. L'amnésie était la vraie limite des assistants. Utiliser une IA, jusqu'ici, c'était embaucher un consultant brillant frappé d'amnésie chaque nuit. Chaque matin, on lui réexplique qui on est et sur quoi on travaille, avant d'espérer une réponse au bon ton. Un projet qui s'étire sur des mois, un traitement qu'on suit semaine après semaine. Les conversations qui comptent sont précisément celles qui durent. Et c'est là que l'oubli faisait le plus mal. Cette taxe de rebriefing, chacun la payait à chaque session. Et c'est exactement elle que la mémoire supprime. Personne, sincèrement, ne va s'en plaindre. Mais pendant qu'on applaudissait, autre chose s'est créée, en silence. Hier, l'assistant oubliait tout, donc les assistants étaient interchangeables. Votre historique ne valait rien, partir ne coûtait rien. À partir du moment où le vôtre vous connaît, vos dossiers et vos manies, jusqu'à vos angles morts, en changer ne veut plus dire changer d'outil. Ça veut dire recommencer une relation à zéro. Or, des verrous de ce genre, l'histoire du logiciel en a déjà produit, et on les a tous attaqués, à coups de normes et de régulateurs. Certains sont tombés, un au moins a tenu. D'où la question qui porte tout cet épisode. Celui-ci, le plus intime de tous, ressemble-t-il vraiment au précédent ? Chapitre 2, brève histoire du verrou. Il y a 25 ans, votre numéro de téléphone appartenait à votre opérateur. Tout le monde trouvait ça normal, jusqu'à ce qu'un régulateur en décide autrement. L'histoire des serrures du logiciel commence dans vos documents. Années 90. Vos rapports et vos contrats vivent dans des fichiers .doc. Le format est propriétaire, opaque, mouvant d'une version à l'autre. Ces documents sont à vous sur le papier, otage en pratique. Quitter la suite bureautique de Microsoft, c'est risquer de rendre illisible 10 ans d'archives. Et chaque pièce jointe envoyée à un collègue recrutait un otage de plus, puisqu'il fallait Word pour l'ouvrir proprement. Remarquez le mécanisme, le verrou ne tient pas à la qualité du logiciel, il tient au stock. Chaque fichier créé est une raison supplémentaire de rester. On mesure mal aujourd'hui ce que cette serrure a rapporté. Pendant 2 décennies, la suite bureautique a été l'une des rentes les plus solides de l'industrie, et le format y était pour beaucoup. La bataille pour ouvrir le coffre a duré une quinzaine d'années. En 2005, l'État du Massachusetts annonce le passage de son administration au format ouvert. La normalisation internationale suit, et Microsoft finit par documenter et standardiser ses propres formats. Aujourd'hui, un traitement de texte incapable d'ouvrir les fichiers des autres serait simplement invendable. Une décennie plus tard, la serrure avait changé de place. Elle tenait en 10 chiffres. Aux États-Unis, jusqu'à l'automne 2003, changer d'opérateur mobile signifiait perdre son numéro de téléphone. Mesurez ce que ça veut dire. L'actif retenu n'était ni un appareil ni un abonnement, c'était la possibilité d'être joint, par vos clients comme par votre famille. Un actif purement relationnel, le premier du genre.
Le 24 novembre 2003, la FCC, le régulateur américain des télécoms, impose la portabilité du numéro mobile dans les grandes agglomérations avant de l'étendre au reste du pays. Imaginez la réunion chez un opérateur le lendemain matin. Tout le programme de fidélisation est à réécrire parce que la sortie est devenue gratuite. Privés de l'otage, les opérateurs doivent soudain retenir leurs clients par le service. Et notez ce détail parce qu'il resservira. La portabilité n'a pas seulement servi ceux qui partaient. Elle a pesé pour ceux qui restaient parce qu'une porte ouverte change la conversation même quand on ne la franchit pas. Puis la serrure s'est déplacée une troisième fois vers quelque chose qui n'était même plus à vous tout seul, vos relations. Dans les années 2010, vos amis, vos groupes et 10 ans de photos vivent chez Facebook. Cette fois, pas de 24 novembre. Des initiatives ont pourtant existé, jusqu'à un projet commun des géants du secteur en 2018, le Data Transfer Project, censé rendre les données transférables d'une plateforme à l'autre. Google a même tenté l'assaut frontal avec ses réseaux sociaux maison. Les utilisateurs sont venus visiter, leurs amis n'ont pas suivi. Soyons précis sur le bilan. On peut exporter ses photos, on ne déménage pas un réseau. Le graphe social est resté le grand contre-exemple. Le coup de sortie que ni la technique ni le droit n'ont su dissoudre. Mettez ces trois histoires côte à côte et le motif saute aux yeux. À chaque ère, le coup de sortie migre vers l'actif le plus difficile à standardiser. Le fichier a fini par s'ouvrir, le numéro par se transférer. Le graphe, lui, n'a jamais déménagé parce qu'il n'était pas un objet, mais un tissu de relations. L'industrie en a tiré une leçon que personne n'écrira dans un communiqué. Le verrou le plus solide est celui qu'aucun format ne sait décrire. Retenez cette phrase. Il est temps de regarder ce que contient exactement la mémoire d'un assistant. Chapitre 3. Ce qu'on ne peut pas déménager. Les fichiers se copient, les relations se reconstruisent. Et si la mémoire de votre assistant était une relation, vendue comme un fichier ? Posons la question en déménageur. Le jour du départ, qu'est-ce qu'on emporte ? En surface, le dossier contient des faits que vous avez donnés vous-même. Vous vivez à Lyon, vous préparez une certification, ça c'est du texte, exportable en théorie comme n'importe quelle note. Mais en dessous vivent les inférences, ces conclusions que l'assistant a tirées sans que vous les formuliez jamais. Qu'il vaut mieux vous répondre court le matin par exemple, ou que vous sous-estimez vos délais. Vous ne l'avez écrit nulle part, mais des dizaines de conversations le suggèrent. Demandez-vous pourquoi votre assistant ne vous propose plus jamais de rendez-vous le vendredi après-midi. Vous ne le lui avez pas interdit, il l'a conclu. Et tout au fond, il y a le comportement appris, la manière dont le modèle ajuste son ton et son niveau de détail, jusqu'au choix des exemples qu'il vous propose. À ce stade, ce n'est même plus une donnée, c'est une habitude. Maintenant, l'état des lieux factuel. À la date où j'enregistre, l'export officiel de ChatGPT, l'archive qu'on demande dans les réglages et qu'on reçoit par courriel, contient l'historique des conversations et les données de compte. Le dossier mémoire n'en fait pas partie, c'est ce qui ressort de la page d'aide d'OpenAI et des guides de migration publiés depuis l'annonce. Ce qui existe, c'est la page récapitulative. On peut la lire à l'écran et la copier à la main pour la recoller ailleurs. Un déménagement par photocopie. Mais supposons le problème résolu. Demain, OpenAI ajoute un bouton d'export complet, brut, lisible par machine. La question resterait presque entière et c'est le cœur de cet épisode. Une inférence n'a de sens que dans le système qui l'a produite. Donner à un assistant concurrent la conclusion, cet utilisateur sous-estime ses délais, sans les conversations qui la justifient, qu'en fait-il ? Il peut la croire sur parole et hériter des erreurs de son prédécesseur, ou la vérifier, c'est-à-dire tout réapprendre. Dans les deux cas, la familiarité ne s'est pas transférée, elle se reconstruit. Sans export, le verrou est total. Avec export, il reste presque intact. Voilà pourquoi celui-ci ne ressemble à aucun des précédents. Le numéro de téléphone, lui, redevenait fonctionnel à la seconde où il était porté. C'est toute la différence entre porter un identifiant et porter une relation. Je ne décris pas une malveillance, mais une absence de format. Le numéro avait 10 chiffres et un standard d'acheminement. Le dossier mémoire, lui, n'a ni schéma publié, ni destinataire capable de le lire. Le droit, de son côté, a une serrure de retard. L'article 20 du RGPD, le texte européen qui garantit la portabilité, couvre les données fournies par la personne, dans un format structuré et lisible par machine. Les régulateurs européens, dans leur ligne directrice, l'interprètent largement. Vos messages et vos données d'usage observées en font partie. Mais les données dérivées, les profils et les scores que la machine construit, en sont exclus. Relisez maintenant la pile qu'on vient de décrire. Le cœur de la valeur du dossier, ce sont précisément les inférences et le comportement appris. La part la plus précieuse de votre relation avec l'assistant est très exactement celle que le droit de la portabilité ne sait pas saisir. Le verrou .doc était un problème d'ingénierie. Il a suffi de documenter un format. Le verrou mémoire est un problème de nature. On ne sait même pas dire ce qu'il faudrait transférer. Et un verrou qu'on ne sait pas décrire, aucun régulateur ne sait l'attaquer. Chapitre 4. Le dossier et son auteur. Qui relit un dossier qui se réécrit la nuit ? La page de résumé promet la transparence.
Reste à savoir ce qu'un résumé choisit de taire. Rendons justice à OpenAI. Aucun verrou de l'histoire du logiciel n'a été livré avec autant d'instruments de contrôle. La page récapitulative permet de lire ce que l'assistant retient de vous et de corriger ce qui est faux. On peut même y déposer des consignes. Aborde ce sujet, évite celui-là. Et si le nouveau système déplaît, un réglage permet de revenir à l'ancienne mémoire, celle des notes enregistrées une à une. Comparé avec les serrures du chapitre précédent, personne n'a jamais pu ouvrir son fichier .doc pour lire le format à l'intérieur. Ici, l'éditeur vous tend le résumé du dossier. Ce n'est pas rien et la paranoïa du fichage serait une mauvaise lecture de l'annonce. Mais un résumé n'est pas un registre et c'est ici que l'auditeur en vous doit se réveiller. Demandez-vous d'abord qui a écrit la page que vous relisez. C'est l'auteur du dossier qui résume son propre dossier. Voit-on les inférences ou seulement les faits présentables? Rien n'indique non plus ce que le rêve de cette nuit a révisé, ni ce qu'il a écrasé. Et l'épreuve la plus simple manque encore. Quand vous demandez d'oublier quelque chose, est-ce la trace qui disparaît ou seulement la conclusion? Une mémoire qui se réécrit seule pose un problème que l'informatique connaît par cœur et qu'elle résout d'habitude par un journal des modifications. Ce journal-là, l'utilisateur ne le voit pas. Le billet d'OpenAI ajoute un détail qui mérite l'arrêt sur image. Pour creuser un point du dossier, il suffit d'en parler avec le modèle. Autrement dit, l'organisme audité fait aussi office de guichet d'audit. Demander à la mémoire ce que la mémoire sait de vous, c'est confortable. Aucun commissaire aux comptes n'accepterait pourtant la méthode. Le contraste le plus instructif vient d'ailleurs et il porte, hasard de calendrier, exactement le même nom. Le 6 mai 2026, un mois avant OpenAI, Anthropic annonçait à sa conférence Code with Claude une fonction baptisée elle aussi Dreaming, rapporte VentureBeat. Même mot, tout autre objet, et il ne faut surtout pas les confondre. Chez Anthropic, ce sont des agents d'entreprise qui relisent leurs sessions de travail pendant les temps morts et en tirent des playbooks, des procédures en texte clair, stockées comme des documents qu'un humain peut ouvrir et corriger. Selon les chiffres clients mis en avant par Anthropic, à prendre avec la même prudence que ceux d'OpenAI, le cabinet juridique Harvey aurait vu son taux d'exécution des tâches multiplié par 6 avec ce système. L'un fait rêver des agents sur des procédures, l'autre fait rêver un assistant sur votre biographie. La différence de forme est une différence de pouvoir. Une procédure en texte clair s'audite et se déménage, quand un dossier biographique résumé, lui, se consulte. Reste la question des incitations, et elle se pose même si tout le monde est de bonne foi. Meilleure est la mémoire, plus l'assistant est utile, et plus le quitter coûte cher. La qualité du produit et la profondeur du verrou sont la même courbe, tracée 2 fois. OpenAI n'a pas besoin de le vouloir pour en bénéficier, et c'est ce qui rend le sujet si difficile à attraper. Un coup de sortie qui se construit comme effet secondaire de l'utilité ne déclenche aucune alarme et ne viole aucune loi. Il grandit tout seul, à chaque conversation, jusqu'au jour où quelqu'un essaie de partir. Pendant que tout le monde compare les modèles sur des bancs d'essai, le terrain de la concurrence s'est déjà déplacé. Il ne s'agit plus d'avoir le meilleur cerveau, mais le meilleur dossier. Chapitre 5. La grille de l'utilisateur et du DSI. Entre tout confier et tout refuser, une troisième voie existe. Elle commence par une question qu'on pose avant de s'attacher. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Si vous êtes utilisateur, le conseil n'est pas de fuir la mémoire, elle est trop utile, et la refuser, c'est payer la taxe d'amnésie pour conjurer un risque encore théorique. Le vrai conseil, c'est l'hygiène. Relisez la page mémoire régulièrement, comme vous reliriez la fiche qu'un nouveau collaborateur tient sur vous. Par management, pas par méfiance. Corrigez tôt, une inférence fausse qui dort 6 mois dans le dossier travaillera 6 mois contre vous. Et surtout, tenez votre propre document de contexte chez vous dans un fichier qui vous appartient, ce sur quoi vous travaillez et la manière dont vous aimez qu'on vous réponde. La page récapitulative vous offre d'ailleurs un début d'inventaire tout fait. Recopiez-la dans ce document, datez-la et vous venez de transformer un dossier captif en brief portable, au moins pour sa couche superficielle. Ce brief est la matrice de la familiarité. Avec lui, n'importe quel assistant concurrent se met à niveau en une séance au lieu de réapprendre pendant des mois. Le jour où vous voudrez partir votre portabilité, ce sera lui. Si vous êtes DSI, le tri est différent et il tient en une distinction. La personnalisation individuelle, le ton, les préférences de vos collaborateurs peut vivre chez le fournisseur. Sa perte serait un inconfort, pas un sinistre. En revanche, ce que vos agents ont appris de vos processus, la mémoire opérationnelle, les playbooks du chapitre précédent, doit vivre en format lisible dans des dépôts que vous contrôlez. Et méfiez-vous des évidences. La page d'aide d'OpenAI précise que l'export intégré de conversation n'est pas disponible sur les comptes business et enterprise. La récupération y passe par d'autres canaux, c'est-à-dire par ce que votre contrat aura prévu ou pas. Exigez de voir la mémoire de vos agents comme vous exigez de voir leurs journaux d'activité. Si le fournisseur répond que c'est impossible, vous venez d'apprendre quelque chose d'important sur votre coût de sortie. C'est une clause de contrat avant d'être une architecture,
et elle se négocie dès l'appel d'offres, pas au moment du divorce. La réversibilité ne se limite plus à récupérer ces données, elle inclut désormais les procédures apprises. Quant au coût de sortie, mesurez-le dans la bonne unité, pas en gigaoctets récupérés, en semaines de réapprentissage. Dernier point, le signal à surveiller, le novembre 2003 de la mémoire. Il pourrait venir d'Europe, où l'article 20 existe déjà et où le règlement sur les marchés numériques a prouvé qu'on savait imposer l'interopérabilité aux plus grands, ou d'une affaire de concurrence, le jour où un plaignant chiffrera ce que coûte vraiment la sortie. La date à guetter, c'est celle où un régulateur exigera, non pas l'export d'un fichier, mais le journal des révisions d'un dossier mémoire. Ce jour-là, le rêve aura un témoin. D'ici là, la grille tient en une question à poser à chaque assistant qui propose de mieux vous connaître. Si je pars demain, qu'est-ce que j'emporte et combien de temps avant qu'un autre me reconnaisse? Tant que la réponse se compte en moi, ce que le marché appellera fidélité sera, pour l'essentiel, un coup de sortie qui a bien appris son rôle. Vous écoutiez La mémoire de ChatGPT, dernier verrou du logiciel. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le. Et la prochaine fois qu'un assistant vous dira qu'il vous connaît, demandez-lui ce que vous pourrez emporter.